L'Odyssée de Christopher Nolan est un film qui a suscité la controverse presque immédiatement. Certains ont critiqué le réalisateur pour son interprétation trop libre de l'épopée d'Homère et pour ses choix d'acteurs controversés. D'autres, au contraire, ont loué le film pour son ampleur, son atmosphère et le sentiment d'un véritable grand événement cinématographique, qui fait tant défaut au cinéma contemporain ces derniers temps. Et ces deux points de vue ont, sans aucun doute, le droit d'exister. Mais je pense qu'il y a ici quelque chose de plus important. Tout d'abord, le film Odyssée peut plaire ou ne pas plaire, mais il n'a laissé presque personne indifférent. Deuxièmement, si l'on tient compte du moment qu'a traversé l'industrie cinématographique à la sortie de ce film, et de la position créative que Nolan défend depuis de nombreuses années, alors pour lui, c'est peut-être le film le plus risqué de sa carrière. Ce n'est pas un hasard si, après la première, dans l'une de ses interviews, il a admis que le tournage de ce film l'avait épuisé, lui et toute l'équipe, et qu'il voulait maintenant faire une pause. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer non seulement si Nolan a su redonner vie à l'épopée grecque antique, mais aussi comment ce film est indirectement lié à Netflix et Warner Bros. Et à toute l'industrie cinématographique moderne. Et pourquoi ce film est peut-être le plus important de la carrière de Christopher Nolan. Je souhaite commencer, non pas avec Homère, la Grèce antique, ou même Nolan, mais, aussi surprenant que cela paraisse, avec Netflix. Quel rapport ce service de streaming a-t-il avec le film de Christopher Nolan ? Cela deviendra clair un peu plus tard. Le 5 décembre 2025, Netflix a publié un communiqué de presse officiel annonçant un accord pour racheter Warner Bros. Discovery pour 82,7 milliards de dollars, ce qui a littéralement stupéfié le public. Parce qu'il ne s'agit pas d'un studio quelconque de second rang, mais d'un véritable pan de l'histoire d'Hollywood. Warner Bros. Discovery, qui inclut également HBO et l'univers des super-héros DC, c'est une immense bibliothèque de films et de séries, allant de Dune, Harry Potter, Friends et The Big Bang Theory, à Game of Thrones, Les Sopranos et True Detective. Selon Netflix, en réunissant leur catalogue, ils vont créer une offre de divertissement sans précédent pour leurs spectateurs. Et il est difficile de contester cela. C'est pourquoi les abonnés Netflix ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme. Mais à Hollywood même, cette nouvelle n'a pas suscité d'enthousiasme, mais plutôt une sérieuse inquiétude. Parce que si cela arrivait, ce serait une redistribution assez importante des rapports de force au sein de l'industrie. La première à réagir fut le syndicat des scénaristes américains, qui, le même jour, a exigé le blocage de l'accord. La Guilde des réalisateurs a exprimé de vives inquiétudes concernant l'accord. Le syndicat des acteurs a déclaré qu'une telle consolidation soulève de nombreuses questions sérieuses sur l'avenir de l'industrie et le sort des travailleurs créatifs. L'Association des cinémas a qualifié ce qui se passe de menace sans précédent pour l'exploitation cinématographique. L'un de ceux qui ont réagi publiquement à cet événement avec une inquiétude évidente était Christopher Nolan. Et il est important de mentionner qu'à ce moment-là, il n'était pas simplement réalisateur. Depuis l'automne 2025, il occupait pleinement le poste de président de la Guilde des réalisateurs d'Amérique et exprimait non seulement son opinion personnelle en tant que réalisateur, mais parlait aussi au nom de la communauté des réalisateurs. Bien que dans ce cas précis, il ne fait presque aucun doute que sa position personnelle aurait été encore plus ferme. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord, Nolan a collaboré avec les Warner pendant près de 20 ans, et une grande partie de sa filmographie, y compris Le Chevalier Noir, Inception, Dunkerque et Tenet, fait partie de leur catalogue. Deuxièmement, et c'est encore plus important, Nolan a toujours défendu le cinéma en salle, et a conçu ses films comme une expérience pensée avant tout pour le grand écran. Donc l'idée même que l'immense bibliothèque de Warner, avec ses propres films, puisse se retrouver prise dans l'engrenage du streaming, ne pouvait guère lui plaire. Pour comprendre à quel point une telle situation est douloureuse pour Nolan, il suffit de se rappeler son précédent conflit avec Warner Bros. Et la raison, encore une fois, était le streaming. Mais cette fois-là, c'était HBO Max. Dans le cas de Netflix, en tant que président de la Guilde des réalisateurs d'Amérique, il devait, bon gré mal gré, rester plus diplomate et réservé. Mais en 2020, il s'exprimait beaucoup plus directement et durement. En particulier, Nolan a déclaré ce qui suit. Certains des plus grands réalisateurs et des stars les plus importantes de notre industrie
se sont couchés hier soir en pensant qu'ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés en découvrant qu'ils travaillaient pour le pire service de streaming. La réaction aussi dure s'explique par la décision de Warner Bros. De sortir ses films simultanément au cinéma et en streaming sur HBO Max. Précisément en même temps, le même jour. Un peu plus tard, nous analyserons plus en détail pourquoi c'était si fondamental pour Nolan. Mais il suffit de dire que cela l'a indigné à un tel point qu'après près de 20 ans de collaboration, il a décidé de claquer la porte et de rompre ses relations avec Warner Bros. Et de rejoindre Universal Pictures. C'est là, en 2023, qu'il réalise Oppenheimer, un drame biographique sur le physicien Robert Oppenheimer, qui a dirigé le projet Manhattan pour créer la première bombe atomique. Et déjà à l'époque, c'était un projet qui, selon toutes les règles d'Hollywood de l'époque, n'aurait probablement pas dû devenir un grand succès. Un film qui ne s'appuie sur aucune franchise avec une grande base de fans, sans humour, sans action, avec des images de synthèse réduites presque à zéro. Un film biographique de 3 heures construit principalement sur des dialogues. Cela semblait trop ambitieux, même pour Nolan, pour espérer un véritable succès au box-office. Pour mieux comprendre à quel point cela allait à l'encontre de la logique hollywoodienne de l'époque, il suffit de rappeler que le film le plus rentable de 2023 a été Super Mario au cinéma. C'est-à-dire un projet aussi accessible que possible pour le grand public, avec une classification PG. Reposant sur une image aussi familière aux enfants qu'aux adultes, Oppenheimer était presque l'exact opposé. La publication The Quorum lui prédisait un démarrage aux États-Unis autour de 30 à 35 millions de dollars pour le premier week-end. Mais en réalité, le film a rapporté plus de 80 millions dès son lancement, rien qu'au box-office américain, et lorsque les recettes mondiales ont dépassé les 650 millions. Le magazine Variety parlait déjà de son succès au box-office tout à fait incroyable. Mais même ses prévisions semblaient trop modestes. En effet, dès l'année suivante, l'équipe d'Oppenheimer posait devant les caméras, avec 7 statuettes des Oscars en main. Aujourd'hui, avec le recul, un tel succès semble presque évident, mais avant la sortie du film, rien ne le laissait présager. C'était un projet risqué, pour lequel Nolan exigeait de la part du studio des conditions très généreuses et un contrôle créatif total. Un budget de 100 millions de dollars, des dépenses marketing identiques, une large fenêtre en salle et un pourcentage sur le premier dollar au box-office. Avec ces conditions, en plus d'Universal, il s'est également adressé à Paramount, Sony et Apple. J'imagine qu'ils ont dû regretter plus tard d'avoir laissé filer le gros lot. Et nous voilà enfin arrivés à l'Odyssée elle-même. Car, comme il s'est avéré, Oppenheimer n'était qu'un échauffement avant un pari vraiment énorme et risqué. Le succès de Oppenheimer a peut-être un peu monté à la tête de Christopher Nolan, car le film suivant qu'il a imaginé s'est révélé encore plus ambitieux et risqué. Tout d'abord, l'Odyssée est en quelque sorte un film historique. Si vous avez vu ma vidéo sur les comédies et les films d'horreur, j'y montrais un graphique des genres de films les plus coûteux. Et les films historiques sont généralement les plus coûteux. Ce sont des films en costumes onéreux, avec de nombreux lieux de tournage, décors et détails. Et dans le cas de Nolan, qui, comme on sait, n'aime pas trop compter sur les effets spéciaux numériques, c'est aussi un film avec énormément d'effets pratiques. Beaucoup d'éléments sont réellement fabriqués. Navires, costumes, décors et textures de l'univers. Mais si vous pensez que Christopher Nolan s'est limité à cela, vous vous trompez. Christopher a décidé de tout filmer sur pellicule. Et pas sur n'importe laquelle, mais sur de la pellicule IMAX 70 mm. Au final, Odyssey est devenu le premier long métrage entièrement tourné avec des caméras et pellicules IMAX, et en même temps le film le plus cher de la carrière du réalisateur. Environ 250 millions de budget de production, et encore à peu près 125 millions pour le marketing. Après Oppenheimer, on pourrait croire qu'il serait temps de profiter du succès sans prendre de risques. D'autant plus que beaucoup expliquaient déjà son succès au box-office, non pas tant par la qualité du film lui-même, mais plutôt par l'effet Barbenheimer, lorsque la sortie simultanée avec Barbie a créé une résonance culturelle presque anormale. Oppenheimer avait un budget de 100 millions, alors qu'ici on parle de 200 à 250 millions. Et la question se pose,
À quel point faut-il avoir confiance en soi pour non seulement ne pas ralentir, mais aller encore plus loin et miser encore plus gros. Car il ne s'est pas limité à un budget très élevé. L'Odyssée comportait plusieurs décisions assez risquées, et avant tout, elle concernait le casting et une interprétation très libre d'Homère. En fait, Nolan a pris l'épopée d'Homère et l'a transformée en sa propre interprétation d'auteur. Il a réuni un casting de stars que beaucoup ont trouvé un peu discutable. En même temps, Nolan a considérablement retravaillé le matériau lui-même. Il a supprimé ou considérablement affaibli de nombreux dieux, a reconstruit le personnage d'Ulysse, a réécrit les personnages féminins à sa manière, et en général a ajouté beaucoup de choses de lui-même. Le casting d'Ulysse est honnêtement extrêmement intéressant, et c'est un sujet si vaste qu'il sera difficile de l'aborder ici sans perdre en qualité. Donc j'en parlerai bien plus volontiers dans une vidéo séparée, si bien sûr vous soutenez cette idée. Vous pouvez le faire de n'importe quelle manière qui vous convient. Il me semble que je n'ai pas complètement expliqué pourquoi Netflix est si important pour comprendre la position de Nolan et quel est le lien avec l'Odyssée. À propos du conflit avec Warner Bros. J'ai déjà parlé de HBO Max, j'ai aussi mentionné l'histoire de la tentative de Netflix d'acheter Warner, même si, comme vous le savez déjà, l'accord a finalement échoué. Mais il y a eu un autre épisode important, et cela bien avant tout cela. En 2017, lors de la promotion de Dunkerque, Nolan a critiqué assez durement Netflix, précisément à cause de leur modèle de sortie simultanée des films au cinéma et en streaming. En particulier, il a dit ce qui suit. Netflix a une sorte d'aversion étrange pour le soutien des films conçus pour une sortie en salle. Ils ont une politique insensée, selon laquelle tout doit sortir simultanément en streaming et au cinéma. Un tel modèle ne convient clairement pas à une vraie expérience cinématographique en salle. C'est pourquoi Netflix n'essaie même pas vraiment de faire partie de ce jeu. Plus tard, d'ailleurs, Nolan a raconté qu'il avait écrit une lettre d'excuse au directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, pour avoir trop sévèrement critiqué la plateforme et son influence sur Hollywood. J'aurais dû être plus poli. J'ai dit ce en quoi je crois, mais je l'ai exprimé de façon peu diplomatique. Je n'ai pas expliqué le contexte du caractère véritablement révolutionnaire de ce qu'a fait Netflix. C'est incroyable. Ils méritent tout le respect qu'il leur est dû. Et je leur témoigne ce respect. Pourquoi Christopher Nolan a-t-il réagi si vivement aux plateformes de streaming ? Peut-être qu'il ne les aime tout simplement pas ? Je pense qu'il faut expliquer un peu plus en détail ce qu'est cette fameuse fenêtre d'exploitation en salle dont Christopher Nolan parle depuis de nombreuses années. La fenêtre d'exploitation en salle, c'est la période après la première où un film ne peut être vu qu'au cinéma. Si la fenêtre est, disons, de 60 jours, cela ne veut pas dire que le film sera forcément projeté dans chaque salle pendant ces 2 mois entiers. Cela signifie simplement qu'au cours de ces 60 jours, les cinémas ont l'exclusivité, et le film n'est légalement disponible nulle part ailleurs. Pourquoi est-ce important ? Parce que dès que le streaming propose aux spectateurs le même film le même jour, ou même très peu de temps après, beaucoup de spectateurs se posent immédiatement une question simple. Pourquoi aller en salle si je peux le regarder chez moi ? Et comme nous le comprenons, les cinémas vivent justement des projections, et selon le pays et les conditions, ils reçoivent environ la moitié du box-office. Si trop de gens prennent la décision de rester chez eux, une partie des cinémas risque tout simplement de fermer. Même la réduction de la fenêtre à 2 semaines ou à 30 jours a déjà un impact sur la fréquentation, car les gens savent à l'avance que le film sera bientôt disponible à la maison via un abonnement, ce qui signifie qu'ils peuvent attendre. C'est pourquoi Nolan défendait une longue fenêtre, d'au moins 60 jours. Une longue fenêtre protège le film en tant qu'événement, donne au cinéma une chance de gagner de l'argent et soutient le modèle coûteux du grand cinéma d'auteur, qui est rentable précisément grâce à l'exploitation en salle. Mais il ne s'agit pas seulement de la fenêtre. Il y a une différence fondamentale entre un film réalisé pour une plateforme et un film conçu dès le départ pour le cinéma. Un film tourné pour le grand écran est dès le départ conçu comme une expérience cinématographique, et non comme une simple unité de contenu dans l'écosystème du streaming. Et cela influence même la réalisation elle-même. Comme l'a dit Nolan lui-même, si vous faites un film pour une sortie en salle, il doit être projeté dans les cinémas. Je rajouterai ceci. Quand une personne achète un billet et vient au cinéma, en général, elle regarde le film du début à la fin. Il ne peut ni l'éteindre, ni mettre en pause, ni passer à autre chose, se distraire avec son téléphone,
discuter ou répondre à des appels en même temps. Le réalisateur, en comprenant cela, peut construire la narration en comptant sur un visionnage continu et ininterrompu. Mais lorsqu'un film est réalisé pour une plateforme, la priorité est de retenir le spectateur. Et ce ne sont pas seulement mes suppositions. En janvier 2026, Matt Damon et Ben Affleck, en discutant de leur film pour Netflix, ont pratiquement déclaré ouvertement comment la logique du streaming commence à s'immiscer dans la dramaturgie elle-même. Damon expliquait qu'au lieu d'une montée progressive et normale vers le final, ils étaient obligés d'adopter un autre principe. Offrir quelque chose de marquant dès les 5 premières minutes, pour que le spectateur ne parte pas. Et aussi, au cas où, répéter l'intrigue plusieurs fois. Parce que la personne est quand même sur son téléphone et peut ne pas entendre du premier coup. Netflix a ensuite nié avoir imposé de telles exigences aux réalisateurs. Mais si vous lancez simplement quelques mini-séries Netflix, vous verrez vous-même que, bien souvent, la dramaturgie y est effectivement construite selon ce principe. Lorsque la plateforme commence à concevoir un film en fonction de la capacité à retenir l'attention et, au bout du compte, à garder le spectateur sur la plateforme, cela finit tôt ou tard par influencer la manière dont le film doit être tourné. Et ce n'est pas tout. Pour le réalisateur, les plateformes de streaming posent un autre problème. Lors d'une sortie en salle, le succès d'un film est visible tous grâce au box-office, c'est-à-dire via un résultat compréhensible et public. Sur les plateformes de streaming, seules les métriques internes comptent. Vues, rétention d'abonnés, engagement. Le studio peut les divulguer ou non, les présenter sous un jour favorable ou les interpréter comme cela l'arrange. Le plus triste, c'est que la plateforme ne se soucie même pas de savoir si tu as vu le film en entier ou s'il t'a plu. Pour elle, l'important est ailleurs. As-tu gardé ton abonnement? N'as-tu pas quitté la plateforme? Et restes-tu à l'intérieur de ce système? D'une certaine manière, c'est précisément l'Odyssée qui est devenu le point culminant de toute la position de Nolan concernant les salles de cinéma et le cinéma en général. C'était aussi un pari risqué. Si vous vous intéressez vraiment au cinéma et à l'histoire du cinéma, vous arrivez inévitablement à une seule conclusion. Pour réussir, il faut prendre des risques. Au moment de la sortie du film, Hollywood avait déjà accumulé une longue liste de projets coûteux qui n'avaient pas réussi au box-office. Ce n'étaient pas seulement les nouveaux films originaux qui échouaient, mais aussi des marques jugées indestructibles, comme Joker, Folia 2, Indiana Jones et le Cadran du Destin, Captain Marvel 2, Furiosa, les Chroniques de Mad Max, Argyle, Super Espion, Mickey 17. Autrement dit, Nolan sortait son gigantesque épopée historique à un moment où l'idée même d'un grand film coûteux n'était plus une garantie de succès. Si Oppenheimer avait également échoué et était devenu un échec financier pour beaucoup, cela aurait été un signal clair que, peut-être, l'époque des grands films et des projets ambitieux était révolue. Que Nolan, avec sa foi dans la pellicule, dans le cinéma d'envergure et dans l'ancien modèle des salles, était simplement resté coincé dans le passé, que quelque chose avait changé au sein même de l'industrie, et que les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus. Mais Oppenheimer a affiché d'excellents résultats au box-office, et Christopher Nolan a de nouveau prouvé à Hollywood qu'il avait raison. Oppenheimer est-il un bon ou un mauvais film ? En principe, dans le contexte de l'industrie cinématographique, ce n'est pas si important, car il a démontré le succès au box-office d'un vrai grand film. Et c'est pourquoi c'est un film majeur et extrêmement important, aussi bien pour l'industrie que pour Christopher Nolan lui-même. Grâce à ce film, il est possible que dans un avenir proche, nous voyons d'autres grands projets, des adaptations de classiques ou même de l'épopée grecque, et pas seulement la prochaine phase de l'univers cinématographique Marvel. Ou une adaptation coûteuse d'un classique, d'un sujet historique ou d'une œuvre de science-fiction, plutôt qu'une nouveauté. Pour la 10e fois, un nouveau Spider-Man. Je ne dis pas que Spider-Man est un mauvais film, ou que le streaming est mauvais. Non, c'est juste que le cinéma doit rester diversifié. Et le réalisateur, en tant qu'auteur, doit avoir le choix. Si Quentin Tarantino veut tourner son film entièrement sur pellicule et consommer des kilomètres de pellicule, comme il l'a fait par exemple avec Les 8 salopards, il doit avoir la possibilité de le faire. Si Denis Villeneuve veut tourner avec des caméras numériques et des objectifs sphériques, alors cela doit être possible. Si James Cameron veut construire ses avatars autour de la 3D, il doit aussi avoir cette possibilité. Et si Christopher Nolan veut tourner un film en IMAX,
alors il doit aussi avoir l'outil qui permet de le faire. Mais le fait est que tout cela, en général, coûte très cher. Et de tels coûts sont récupérés non pas par des métriques internes abstraites des plateformes, mais avant tout par le modèle traditionnel des salles de cinéma. Grand écran, longue fenêtre d'exploitation en salle, sortie comme un véritable événement. C'est précisément cette position que Christopher Nolan défend depuis de nombreuses années. Et son Odyssée est une démonstration évidente que cette approche fonctionne toujours.